Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Hebdo du développement durable. Au programme aujourd'hui, réseau électrique et impact écologique. Ces lignes au-dessus de ma tête, il y en a quelques milliers de kilomètres en Alsace. Très haute tension, moyenne tension, basse tension. Elles permettent à l'énergie électrique d'aller des centres de production aux consommateurs. Alors comme souvent, on en veut bien, mais plutôt chez les autres. Impact visuel, mais aussi impact sur la faune sauvage, notamment les oiseaux qui en sont les premières victimes. Tout ceci, on le voit ce soir dans l'Hebdo du DD. Nous sommes à côté d'un chantier d'enfouissement de lignes électriques. Autour de nous, vous les voyez, 6 pylônes, ces lignes. Combien est-ce que l'ES gère de kilomètres de lignes électriques dans la région? Il y a à peu près 700 lignes haute tension, un peu plus de 4500 kilomètres de lignes moyenne tension, c'est celle que nous voyons derrière nous. Et alors tout le reste, c'est du réseau basse tension qui est distribué donc dans les quartiers des villes et puis dans les villages. Comment ça fonctionne un réseau électrique? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors un réseau électrique, ça permet d'acheminer le courant produit dans les grands pôles de production vers les grands pôles de consommation. Alors en fonction du pôle de consommation, bien le dimensionnement du réseau est différent. Je m'explique, c'est-à-dire il y a un réseau national qui est géré par RTE, qui est le réseau très haute tension, qui aboute ensuite sur un réseau de répartition, ce qui est notre cas à l'ES, qui est en 63 000. Et ce réseau de 63 000 alimente des réseaux de répartition sur des lignes 20 000 volts qui sont destinés à alimenter les villages et les quartiers des villes. Et à partir donc de ce réseau 20 000, on alimente un poste qui transforme le 20 000, le 20 000 volts en basse tension qu'on connaît chez nous, 230 volts. On va le développer dans quelques instants, mais rapidement, est-ce qu'il y a un impact écologique? Alors pour les lignes aériennes, les enjeux, enfin les impacts écologiques sont connus. Premièrement pour la vie faune. Les lignes, c'est pas spécialement adapté aux échassiers et puis aux oiseaux. Le deuxième impact, alors c'est plutôt culturel, les impacts visuels. C'est vrai que en France, ça compte, aux États-Unis, ça compte beaucoup moins. Mais il y a un autre impact, c'est sur la végétation. Effectivement, une ligne aérienne nous oblige à élaguer pour ne pas que la nature frotte contre la ligne et arrive à faire déclencher la ligne, ce qui est préjudiciable donc à l'ensemble de la population, donc un effet indirect. C'est pour ça que tout nouvel ouvrage à l'ES, tout nouvel ouvrage construit est en technique souterraine, c'est-à-dire nous allons enfouir des lignes, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et donc les lignes aériennes vont progressivement disparaître. À noter que pour ES, 75% des lignes moyenne tension sont enfouies. Voilà, il reste un peu plus de 1000 km de lignes aériennes qui progressivement vont disparaître. Eh bien, on va le voir tout de suite, un exemple de ces enfouissements de lignes. Reportage. Des foyers privés d'électricité lors de tempêtes, des paysages barrés par des câbles, des oiseaux blessés, autant d'arguments pour s'engager dans des travaux d'enfouissement. Mais cette technique reste encore onéreuse, alors si en Alsace environ 75% des lignes sont déjà enfouies, contre 40% dans le reste de la France, la tendance est la même partout. On se focalise sur les lignes neuves, désormais quasi systématiquement enfouies. Exemple ici près de Merzwiller, où l'ES prépare le raccordement d'une future station d'épuration. Il y a une phase de préparation qui n'est pas à négliger. Donc recenser les réseaux existants, recenser les diverses contraintes par rapport au sol, si c'est rocailleux ou pas. Sur ce chantier, on a croisé 2 conduites de gaz. Donc la trancheuse, normalement, on ne la prend pas sur les réseaux de gaz. Ça, on l'a fait à la main et au tractopelle. On a anticipé. Ici, il s'agit d'installer 2 câbles en souterrain. Pour ce faire, on utilise une trancheuse, un appareil qui enterre les fils en quelques instants. Ce chantier, c'est un petit chantier. Donc là, on a utilisé une trancheuse qui a mis environ 1h30 pour faire cette tranchée. En technique traditionnelle avec tractopelle, on aurait mis 1 jour et demi. Vous avez un touret à l'avant de la machine qui passe par-dessus la trancheuse et qui est enterré dans un lit de sable. Il y a des personnes qui suivent avec une machine pour recouvrir intégralement les 2 câbles HTA, donc haute tension 20 000 volts. Il ne reste plus qu'à tout recouvrir et à finir les extrémités des câbles, ni vues ni connues. On vient de voir dans ce sujet un exemple d'enfouissement de lignes dans le Bas-Rhin. Monsieur Kremp, j'imagine qu'il y a, alors c'est bien d'enfouir, voilà, il y a moins d'impact visuel, mais j'imagine qu'il y a aussi des contraintes, que parfois aussi il peut y avoir des problèmes dus à l'enfouissement de lignes électriques. Effectivement, construire un réseau souterrain a également des impacts sur l'environnement. Nous avons vu tout à l'heure différentes techniques de pose avec différents engins utilisés. En fonction de la technique choisie,
qui est choisi en fonction de la situation rencontrée sur le terrain, nous avons plus ou moins d'impact CO2 lié au transport du sable, parce qu'il faut sabler une fouille, ou alors avec des techniques beaucoup plus modernes où nous avons beaucoup moins d'engins. Ici, nous avons vu un chantier avec 2 engins, mais parfois en pose traditionnelle, on va jusqu'à 4-5 engins simultanément sur un même chantier. Derrière nous, on voit un bois. Alors là, ici, les lignes le contournent, mais j'imagine qu'il y a des endroits où les lignes électriques traversent le bois ou sont à côté des arbres. Est-ce que ça pose des problèmes? Alors, quand on a cette situation-là, nous avons un programme spécifique d'enfouissement des lignes dans ce qu'on appelle les zones boisées. Alors, vous avez vu les épisodes des tempêtes de 99, les tempêtes récentes. Donc, on voit très bien l'impact d'une ligne qui traverse la forêt et tous les risques d'être affectés par les chutes d'arbres ou le vol de branches d'arbres sur la ligne, voire de la neige collante qui peut alourdir la ligne et la faire écrouler. Donc, nous avons à AES un programme d'enfouissement d'environ 25 à 30 km par an de lignes moyenne tension. Et l'enfouissement, ça permet aussi en partie de limiter les accidents avec la faune. Nous travaillons avec le Gorna et la Ligue de protection des oiseaux pour essayer de trouver ensemble les meilleures solutions dans les zones sensibles. On adapte les lignes, les supports des lignes, on met des perchoirs pour éviter qu'il y ait des accidents. Lorsqu'il y a un accident avec un oiseau ou un échassier, et nous analysons la situation et nous regardons quelles sont les mesures à prendre sur la zone où a été détecté ce malheureux incident. Cette prise de conscience, elle date de quand? Quand est-ce qu'on a commencé à réfléchir à ces questions écologiques? Cette prise de conscience, elle a été ancrée depuis longtemps. Les vraies actions ont commencé il y a environ une vingtaine d'années. Eh bien, je suis allée au Gorna, c'est le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, pour voir les actions qu'ils avaient mises en place pour lutter contre la mortalité des oiseaux. Et on se retrouve juste après. Quelque part entre les arbres aux alentours de Neuvillers-les-Savernes se cache le Gorna, centre de sauvegarde de la faune sauvage qui recueille les animaux blessés depuis plus de 30 ans. Entre les volières actuellement un peu vides, des poteaux électriques. Incongru? Pas tellement, ce sentier pédagogique figurant un réseau électrique et ses évolutions a été créé car depuis 1990, le Gorna collabore avec Électricité Strasbourg et EDF pour réduire la mortalité des oiseaux due aux électrocutions et aux chocs avec les lignes électriques. Parmi les 2 causes, bien sûr, il y avait donc l'électrocution, où les oiseaux touchaient avec les ailes en général 2 fils, des fils nus, d'accord, qui n'étaient pas encore isolés à l'époque, et donc ça provoquait un arc électrique et une électrocution. Ça, c'était une des causes d'accueil. L'autre cause, c'était les câbles de haute tension ou très haute tension. Lors des vols, les oiseaux notamment lourds, les cigognes, les cygnes, les grues cendrées, ne voyaient pas ces fils tendus et heurtaient ces fils et bien sûr tombaient au sol. Et à chaque problème, sa solution. Autrefois, quand on remonte encore il y a quelques années, les fils d'alimentation qui arrivaient aux maisons étaient nus. Il n'y avait pas d'isolant autour. Et donc on voit encore les isolateurs en verre. Et au fil des ans, tous ces fils ont été remplacés par des câbles isolés, qu'on appelle des câbles autoportés, et qui permettent bien sûr maintenant d'éviter à 100% les électrocutions. Pour les chocs avec les lignes électriques, les câbles aériens, haute tension, très haute tension, différents systèmes ont été mis en place et vraiment je dirais le plus efficace, ce sont ce type de spirales qu'ils ont donc entouré de chaque côté autour des câbles et qui permettent aux oiseaux de détecter les lignes, soit visuellement, puisqu'il y a un objectif disons rouge ou de couleur, ils peuvent être blancs également, et également par temps de brouillard, c'est le cas aujourd'hui, les oiseaux souvent ne voient pas le câble à cause du brouillard. Et il faut savoir que le vent, le moindre petit souffle de vent, génère des ultrasons et les oiseaux les entendent et ça leur permet d'éviter les câbles. Autre axe de travail, les lignes moyenne tension plus hautes dont l'enfouissement progressif peut régler pas mal de problèmes. Pour les lignes maintenant, on va dire à moyenne tension, donc ce sont des lignes à 20 000 volts. Il y avait 2 impératifs. Il fallait déjà que les oiseaux ne puissent plus accéder aux 2 fils, qui sont quand même relativement bien espacés, mais surtout qu'ils ne puissent plus se percher au sommet des poteaux. Donc des aménagements ont été faits avec des tiges, avec différents procédés. Et de plus en plus, maintenant, il faut savoir que tout ce qui est ligne à 20 000 volts, donc moyenne tension, sont enfouis. Donc ça a un avantage, bien sûr, pour la vie faune, mais également au niveau paysager, puisque ces fils n'apparaissent plus dans le paysage. Tout ici a été reproduit dans ses moindres détails jusqu'aux herbes situées sous les fils, désormais laissées en friche pour favoriser la biodiversité. Des progrès techniques et des acquis qui peuvent avoir d'autres applications. Là par exemple, c'est ce qu'on avait vu sur les poteaux, c'est pour éviter que les oiseaux tout simplement viennent se percher sur le poteau. On remplace le cabochon par ça. Une autre application également, on suit bien sûr toutes les différentes causes d'accueil et on constate
une augmentation régulière de ce type d'accueil, hein, donc les signes qui viennent percuter les lignes du tram, toujours au-dessus des ponts, hein, ils décollent souvent de l'île, veulent passer au-dessus des ponts et ne voient pas les lignes du tram et donc les percutent. Et là on est en train de réfléchir à une solution avec les fameuses spirales pour mettre un câble, bien sûr pas sur la ligne du tram, mais en amont pour que les signes voient ces câbles. Et les résultats sont probants. En 2000, 10% des accueils au centre du Gornat étaient dus au réseau électrique. L'année dernière, moins de 1%. Est-ce que vous savez si en Alsace, il y a plus de mesures qui sont prises qu'ailleurs en France au sujet de l'impact écologique des lignes électriques ? Non, je pense que c'est un souci communément partagé au niveau du territoire français par tous les distributeurs. Alors aussi bien ERDF que les petites entreprises locales de distribution qui ont le même souci. Et on a des groupes de travail en commun où, par exemple, la prévention pour les pêcheurs à la ligne sont des actions qui sont menées de concert avec ERDF, voire les autres ELD. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Est-ce que les énergies renouvelables, par exemple, vont changer votre façon de travailler ? Alors, ce qui va modifier notre façon de travailler, c'est surtout l'exploitation des réseaux, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que le réseau servait à acheminer donc l'énergie électrique produite à un grand pôle de production. Or là, on va assister à des petits pôles de production qui peuvent être des panneaux photovoltaïques, qui peuvent être des éoliennes ou de la micro-hydraulique. Et le courant ira cette fois-ci dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il remontera le réseau comme il peut le redescendre. Donc une gestion plus complexe des réseaux électriques et c'est le grand défi de demain auquel s'attelle donc l'ensemble des distributeurs sous le vocable des smart grids. Donc on passe en gros d'une voie à sens unique à une autoroute à double sens, c'est un petit peu ça ? Avec des carrefours et des feux rouges et des... oui. Bien, merci, ce sera le mot de la fin. Voilà pour cette émission sur les réseaux électriques et leur impact écologique. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera des transports en Alsace et de l'impact environnemental. Bonne semaine sur Alsace 20.